J'espère. Seems that people is Yes. relaxed. I think it's too raw to see to summon them. We should start. Muy buenos días de nuevo. Vamos, por lo tanto, y siguiendo con el programa, vamos a dar paso a la conferencia que sigue al acto de presentación. La conferencia lleva por título Hacia la sociedad del conocimiento y será dictada por el señor Jérôme Bindet. Bueno, en primer lugar, lógicamente, quiero agradecer muy sinceramente y muy vivamente al señor Bindet su participación en este magno encuentro iberoamericano. El señor Bindet es subdirector general adjunto de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, es director de la Oficina de Análisis y Previsión de esta institución y coordinador del Informe Mundial UNESCO hacia la sociedad del conocimiento. Además de muchos otros cargos, ha sido coordinador y promotor de los diálogos siglo XXI y editor de las antologías de encuentros internacionales claves del siglo XXI y el futuro de los valores. Creo que es un privilegio contar con su presencia en este encuentro, porque sus pronunciamientos y reflexiones acerca de los desafíos que se le plantean a la humanidad en este siglo XXI han revestido siempre un extraordinario valor. Tampoco han rehuido nunca el pronunciamiento personal ni el juicio contundente, lo cual, en todo caso, representa un claro indicio de honestidad intelectual. Por mi parte, nada más. Cedo la palabra al señor Bindet, subdirector general adjunto de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Merci, muchas gracias. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant de développer un certain nombre de points concernant ce rapport mondial, je voudrais simplement faire une petite correction, car dans le programme, j'ai cru lire Hacia la Sociedad del Conocimiento, et le rapport mondial de l'UNESCO, en fait, s'appelle Vers les sociétés du savoir, Hacia las Sociedades del Conocimiento. J'avais longuement bataillé, d'ailleurs, pour qu'il en soit ainsi, car j'avais en face de moi des personnes qui tenaient à la société, mais je vois que cette société du savoir au singulier revient en force. C'est bien du pluriel dont il s'agit. Et je ne vais pas présenter, bien sûr, dans tous ces détails, dans tous ces chapitres, le rapport mondial de l'UNESCO, qui est très facile d'accès, puisqu'il est disponible en version PDF, donc une PDF version dans les 6 langues de travail de la Conférence générale de l'UNESCO, dont évidemment en espagnol. Il suffit de taper sur le clavier justement donc hacia las sociedades del conocimiento et pas la sociedad, ou vers les sociétés du savoir, ou towards knowledge society si vous voulez avoir le texte anglais. Il existe également en arabe, en russe et en chinois si vous voulez renforcer vos connaissances dans ces langues. Voilà, donc c'était ce que de ce fait, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chapitre. Il y a un chapitre sur l'éducation supérieure, par exemple, il y a des chapitres sur la science et la recherche, un autre sur l'éducation pour tout au long de la vie. Je vais insister sur ce point, mais sans répéter toutes les analyses qui sont dans le texte. Je vais quand même mettre en valeur quelques points forts du rapport, les highlights, comme on dit en anglais, et puis je vais essayer d'élaborer un peu plus en termes justement de prospective des valeurs pour voir ce que ça signifie. Alors, bien sûr, on peut se demander si les sociétés du savoir sont un rêve. Est-ce que c'est un rêve ou une utopie de plus?
Est-ce que c'est le dernier slogan à la mode de ce qu'on a parfois appelé la Reporting Society? Comme il y avait autrefois la Café Society, il y a aujourd'hui une Reporting Society dont je fais partie d'ailleurs, bien sûr, je le sais. Nous ne le pensons pas à l'UNESCO. Nombre d'indices, en fait, permettent de supposer que nous sommes à l'orée ou à l'aube d'un nouvel âge, celui des sociétés du savoir. Les révolutions scientifiques du siècle précédent, je parle du XXe siècle bien sûr, puis également la troisième révolution industrielle, celle des réseaux et des technologies et des nouvelles technologies, ont donné naissance à une économie de la connaissance qui place désormais le savoir au cœur des activités humaines, au cœur, je dirais, presque de toute activité humaine et du développement et des transformations sociales. Certes, l'information n'est pas le savoir. Et je suis heureux que vous ayez d'ailleurs pris ce titre de la société de l'information aux sociétés du savoir, qui était à la société de la connaissance, qui était d'ailleurs exactement en fait le titre de l'une des parties de Un monde nouveau, le rapport mondial de prospective que j'avais publié avec Federico Mayor il y a quelques années, et donc qui portait ce titre. Et je dois dire qu'à l'époque, j'avais mis le singulier, mais maintenant, je suis passé au pluriel. Donc, c'était la société de la connaissance, et maintenant, ce sont les sociétés du savoir. Et si l'information n'est pas le savoir, on peut se dire aussi que la connaissance, après tout, qu'y a-t-il de nouveau? Car la connaissance est depuis toujours à la base des progrès techniques et du développement de la communication. Les Égyptiens anciens, les Mayas, les sociétés aztèques, n'est-ce pas? C'était des sociétés aussi du savoir, mais c'était des sociétés, bien sûr, du savoir réservé à des initiés, à une élite, n'est-ce pas? Même dans la Chine ancienne, qui était une méritocratie par le concours, c'était réservé à des élites sociales particulières. Nous voyons aujourd'hui se nouer, en fait, sur la planète des réseaux, un lien puissant entre information et savoir, et c'est bien sûr le fait nouveau. Pour l'UNESCO, la Société mondiale de l'information en gestation, une société de l'information d'ailleurs partiellement mondiale, ne trouvera tout son sens que si elle facilite l'émergence de sociétés du savoir pluralistes et participatives qui incluent au lieu d'exclure. Serions-nous simplement, c'est une question qu'on peut se poser, dans une société de l'information qui se situerait à de toutes autres échelles d'échange que par le passé? Nous ne le croyons pas. Nous pensons qu'il y a eu un véritable saut, car l'actuelle révolution, qui est indissolublement technologique et cognitive, possède en fait deux traits très originaux. Le premier, c'est l'accroissement sans précédent de la codification du savoir par la révolution de l'information et son lien direct avec l'industrie, l'économie et l'innovation. Manuel Castells identifie un second trait distinctif. Ce qui différencie l'actuelle révolution technologique, ce n'est pas tant le rôle majeur du savoir et de l'information que, en fait, l'application du savoir et de l'information au procédé de création des connaissances et de traitement ou de diffusion de l'information. C'est en fait ce qui est le trait nouveau, c'est qu'il se crée une boucle de rétroaction de type cumulatif entre l'innovation et ses utilisations pratiques. En outre, l'éducation, les sciences, l'information, la communication et la culture, en d'autres termes, c'est exactement, bien sûr, les domaines de compétences de l'UNESCO, ils apparaissaient encore naguère assez compartimentés et on les voyait plutôt comme des entités relativement autonomes ou séparées. Leur importance stratégique pour l'avenir des sociétés humaines saute aux yeux aujourd'hui. Ce sont désormais les principaux facteurs de développement et de production, d'innovation. Mais c'est leur interaction, en fait, et leur interpénétration même qui est aussi de plus en plus stratégique. En ce sens, on peut dire que les sociétés du savoir sont des sociétés de réseau qui sont conductrices de connaissances, comme on dit conductrices d'électricité, qui décloisonnent les différents secteurs de l'activité intellectuelle, de l'apprentissage et de la connaissance. Alors, est-ce à dire, bien sûr, que le XXIe siècle verra l'essor de sociétés du savoir partagées? Comme le souligne le rapport mondial de l'UNESCO vers les sociétés du savoir, il ne devrait pas y avoir d'exclus dans les sociétés du savoir, puisque la connaissance est un bien public qui devrait être accessible à tous. Cependant, on ne saurait écarter d'un simple revers de main l'argument de ceux qui, à la suite
du grand historien Fernand Braudel, estime que les économies mondes renforcent la polarisation entre un ou des centres prospères, où se concentrent compétences, savoirs et richesses, et des périphéries appauvries et vidées de leurs ressources. Bon nombre d'économistes et de chercheurs pensent dans cette perspective qu'à l'instar de ce qui s'est passé au XIXe siècle avec le chemin de fer et le télégraphe, la nouvelle réduction des coûts de transport et de communication causée par la troisième révolution industrielle, l'essor des réseaux et la nouvelle phase de mondialisation qui l'accompagne, eh bien, ils pensent que tout ce phénomène renforce la polarisation des richesses, des savoirs et des compétences autour de quelques pôles très localisés sur l'espace planétaire, les pays du Sud étant irrémédiablement distancés dans la course à l'économie de la connaissance. Car à l'époque, bien sûr, la révolution du XIXe siècle, avec les chemins de fer, le télégraphe, certains pensaient aussi que le chemin de fer porterait les bienfaits, n'est-ce pas, des villes les plus avancées jusque dans les campagnes les plus reculées. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que ces révolutions ont vidé les campagnes et provoqué un exode rural massif. Bon, c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître des désertifications des campagnes, n'est-ce pas, parce que le chemin de fer a aspiré vers la ville les populations concernées, et bien loin de produire ce développement harmonieux et également réparti entre centre et périphérie, il a renforcé la polarité. Alors, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'il y aura renforcement de la polarité? On doit prendre, je crois, en considération cet argument de la polarisation, mais sans en faire une fatalité. Le savoir peut en effet être un levier puissant dans la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Prenons un exemple concret. Je prendrai l'exemple de Villa El Salvador, une ville du Pérou qui a surgi en 1971 du désert, à partir de rien, à l'initiative de quelques milliers de personnes qui avaient été refoulées des bidonvilles de Lima. Sans aucune aide extérieure, ces habitants ont construit des maisons et des routes, des centres d'éducation. Ils ont créé des associations. Villa El Salvador cumule au départ tous les handicaps, mais une action résolue de développement participatif, sous l'impulsion d'un maire évidemment très charismatique, Miguel Ascueta, le maire de l'époque, et cette action résolue qui a intégré de nombreuses associations de femmes qui ont joué un très grand rôle dans cette expérience de développement, a permis peu à peu de transformer ce bidonville en une ville organisée. À l'origine, ce n'était même pas une ville, même pas une municipalité, c'est devenu une municipalité après, n'est-ce pas, un certain nombre d'années. En 1987, donc 17 ans, n'est-ce pas, après la création de Villa El Salvador, le conseil municipal a créé l'université libre de Villa El Salvador. Aujourd'hui, 98% des enfants y sont scolarisés. Et le taux d'analphabétisme des adultes est de 4,5%, c'est-à-dire que c'est le plus faible de tout le Pérou. La ville compte plus de 15 000 étudiants qui étudient soit dans l'université de Villa El Salvador ou dans les universités de Lima. La municipalité a investi dans les technologies de l'information et chaque habitant, désormais relié à l'Internet, peut s'exprimer sur les sujets qui sont à l'ordre du jour de la ville. Villa El Salvador est ainsi le laboratoire d'un nouveau type de démocratie, je dirais, cognitive et associative, et à la fois. Et cet exemple, qui est loin d'être isolé, mais qui montre, n'est-ce pas, que cette fatalité de la polarisation entre centre et périphérie n'est pas si fatale que cela, car en fait, dans toutes les régions du monde, un certain nombre de pays sont en train de se transformer et de promouvoir un nouveau style de développement fondé sur la connaissance. L'exemple de Villa El Salvador montre l'extraordinaire développement que peut connaître en 2 générations une ville créée à partir de rien, qui a investi dans le savoir, qui a investi dans l'éducation et dans les nouvelles technologies. J'aurais pu tout aussi bien évoquer d'autres exemples de villes, de collectivités territoriales et locales ou de pays de différentes régions du monde dont l'expérience mériterait d'être tout autant mise en relief. L'essor des sociétés du savoir peut être une chance pour les pays émergents et le bien-être de leur population. L'exemple d'un certain nombre de pays du Sud montre que des investissements massifs pendant plusieurs décennies dans l'éducation et dans la recherche scientifique permettent de réduire
de manière très importante la pauvreté absolue. Je rappelle qu'un certain nombre de pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est ont vu leur taux de pauvreté absolue chuter d'un niveau qui était à peu près compris entre 2/3 et 72 ou 73% selon les cas, à des pourcentages aujourd'hui compris entre 14 et 22% selon les cas. Donc l'investissement dans le savoir paye. Et nous savons donc bien aujourd'hui que l'essor de sociétés du savoir et d'un savoir authentiquement partagé est la voie qui nous permettra de lutter efficacement contre la pauvreté et de prévenir les risques sanitaires majeurs tels que les pandémies qui menaceront sûrement l'espèce humaine au XXIe siècle. De réduire également les terribles pertes humaines qui sont causées par les catastrophes, les tsunamis, les tempêtes tropicales, et de promouvoir un développement humain et durable. Et je rappelle d'ailleurs que l'UNESCO est en train de mettre au point un système global, planétaire, d'alerte, n'est-ce pas, pour prévenir les tsunamis, les catastrophes tropicales, les hurricanes et les cyclones, etc. Et donc, car de nouveaux styles, et nous avions d'ailleurs préconisé, en fait, dans l'océan Indien, la constitution de ce système, c'est un autre exemple de ce que aurait pu une société du savoir. Ça faisait des années que l'UNESCO avait recommandé la création d'un système d'alerte précoce dans l'océan Indien, mais hélas, on nous avait répondu que c'était sans doute trop cher et qu'il y avait d'autres priorités. Cette réponse n'a pas été faite, évidemment, après la catastrophe, mais avant. Car de nouveaux styles en fait, de développement, je crois, sont aujourd'hui à notre portée et ils sont en relation étroite avec l'émergence de ces sociétés du savoir. Ces nouveaux styles de développement ne sont plus fondés, comme jadis, sur la sueur, le sang et les larmes, pour citer la fameuse formule de Winston Churchill, mais qui exprimait si bien ces formes de développement cruelles, je dirais, qui ont caractérisé un certain nombre de périodes historiques. Ces nouveaux styles de développement sont beaucoup plus fondés sur l'intelligence, les capacités scientifiques ou techniques de traiter les problèmes, la valeur ajoutée intellectuelle, la souplesse, je dirais, au sens presque oriental du terme. C'est pas cette souplesse qui est si visible dans les arts martiaux orientaux. La valeur ajoutée intellectuelle et l'expansion des services dans tous les secteurs de l'économie, ce qui devrait favoriser un développement citoyen et face à la société du risque, favoriser l'essor d'une démocratie prospective qui, à mon avis, devrait être la forme politique qui correspondrait le plus à une société du savoir. Plusieurs obstacles s'opposent cependant à l'essor d'une société du savoir partagé. Bien sûr, la fracture numérique, tout le monde en a parlé en long et en large, pas de connexion, pas d'accès. Or, il faut rappeler que 2 milliards d'individus ne sont pas reliés à un réseau électrique sur la planète et que 4 milliards et demi n'ont pas ou très peu accès aux télécommunications de base. Certes, bien sûr, le nombre d'internautes augmente sans cesse, atteignant 11% de la population mondiale, c'est le chiffre que nous avons cité dans le rapport. Une dernière enquête que j'ai lue il y a quelques semaines parle maintenant de 14%, en prenant la population mondiale âgée de plus de 15 ans comme facteur. Mais cette progression est facile et très rapide pour l'instant, car elle concerne surtout le 5e de la population humaine qui concentre dans ses mains 80% des ressources. Qu'adviendra-t-il quand le nombre d'internautes frisera les 20 ou 25% de la population mondiale? Il risque là d'y avoir un plafond de verre, et d'ailleurs les grandes sociétés, les grandes compagnies d'informatique réfléchissent déjà sur cette question-là. Deuxième obstacle majeur, la fracture cognitive, la fracture de la connaissance, qui est encore bien plus profonde et bien plus ancienne en fait que la fracture numérique. Cette fracture divise profondément nord et sud, mais aussi chaque société. Elle sépare les régions où ont prospéré depuis longtemps des institutions scientifiques et les autres où de telles réalisations n'ont pas eu lieu, ou ont périclité ou demeurent récentes et fragiles. La concentration du savoir, et notamment des savoirs de pointe, ainsi que des investissements scientifiques et éducatifs majeurs sur des aires géographiques localisées, très restreintes, donc dans la perspective de cette hypothèse de la polarisation, ce qui entraîne l'aggravation de la fuite des cerveaux du sud vers le nord, mais aussi entre pays du nord, et cet exode des cerveaux s'accélère actuellement, et aussi, on en parle moins, entre pays du sud, car au sud il existe des pôles qui attirent, n'est-ce pas, les chercheurs du Sud. Donc,
Le savoir, et que je dirais qu'il y a un quatrième obstacle, qui est que certes, bien sûr, le savoir est par principe objet de partage, comme je l'ai dit, et il est un bien commun. Mais dès lors que ce savoir est converti en information, il a un prix. Donc le savoir à la fois, si vous voulez, pour reprendre l'opposition kantienne entre prix et dignité, le savoir a à la fois une dignité, puisqu'il est un bien commun, une valeur universelle, mais en même temps, quand il est converti en information, il a un prix, car il a une valeur marchande dans l'économie. Où se situe le nécessaire compromis entre l'universalité du savoir et la nécessité qu'il soit accessible à tous, et d'autre part le respect des droits de propriété intellectuelle, donc qui sont nécessaires jusqu'à un certain point pour favoriser l'innovation et favoriser également le dynamisme de l'entreprise. Il y a un cinquième obstacle, c'est que l'essor de sociétés du savoir partagé est aujourd'hui entravé par l'aggravation de fractures sociales, nationales, urbaines, familiales, scolaires, qui affectent un grand nombre de pays, et par la persistance de la fracture également entre hommes et femmes, le gender divide. Je rappelle qu'aujourd'hui, 29% des jeunes filles de la planète ne sont toujours pas scolarisées, et qu'à l'échelle mondiale, les femmes sont sous-représentées dans les métiers de la recherche. Pour vaincre ces obstacles, les nations du monde vont devoir investir massivement dans l'éducation, la recherche, l'infodéveloppement et le développement de sociétés apprenantes, comme nous disons dans le rapport, les Learning Societies. Il en va de l'avenir, d'ailleurs tout ceci bien sûr est parfaitement lié. Je rappelle d'ailleurs que les notions clés qui nous occupent aujourd'hui sont nées ou ont été développées en quelques années entre 1968 et 1973 à peu près, et que les notions de société apprenante, d'éducation pour tous tout au long de la vie, de knowledge society, sont toutes nées dans cet espace et en communication les unes avec les autres, bien sûr, puisqu'elles forment une véritable chaîne. Alors, je dirais que ce qui est très important de comprendre, c'est que cet investissement dans les sociétés du savoir va être déterminant pour l'avenir de chaque pays. Il faut le comprendre, ou de chaque collectivité locale, territoriale, de chaque nation. C'est très clair, car les nations qui n'investissent pas suffisamment dans le savoir et dans une éducation et une science de qualité compromettent en fait leur propre futur. La fuite des cerveaux risque à terme de les priver d'une proportion importante de leur jeunesse, la plus éduquée et la mieux formée, à une époque où les migrations sont de plus en plus orientées vers des populations qualifiées de très haut niveau éducatif. Donc tout le monde connaît la migration des ingénieurs indiens, bon, tout ceci est bien connu, le fait que certains pays se vident aujourd'hui de leur population de médecins et d'infirmières, et donc que peut-être dès aujourd'hui, leurs systèmes de santé sont menacés de s'écrouler. Je donnerai un cas, par exemple les Philippines, n'est-ce pas, ont vu partir d'abord leurs médecins et maintenant leurs infirmières, et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans l'angoisse pour les lendemains et se disent que peut-être qu'ils ne seront pas soignés car ils arriveront dans un hôpital où il n'y aura plus aucun médecin et plus aucune infirmière. Je cite ceci comme que c'est un fait réel, mais c'est presque une allégorie de ce qui risque de se passer dans ces sociétés du savoir, car si on peut penser, n'est-ce pas, à ce qui s'était passé au moment, justement, je citais l'exode rural qui avait caractérisé la première et la deuxième révolution industrielle. Et il a créé ce qu'en France on appelait les départements tombeaux. C'est la suite de l'exode des populations, c'est-à-dire des départements tombeaux avec une population d'âge élevé et la jeunesse étant partie, n'est-ce pas, dans les villes. Eh bien, je me demande si ceci ne risque pas de se passer avec les nations et qu'un jour, peut-être, il risque d'y avoir des nations tombeaux pour celles qui n'auront pas offert de chances suffisantes, n'est-ce pas, à leur jeunesse pour travailler au pays, comme on disait il y a quelque temps. La tentation de la migration risque d'être très forte. Je rappelle que l'Afrique s'est vidée de ses populations les mieux formées, qu'il y a 35 000 PhD africains qui travaillent de par le monde. Donc, je pense que, évidemment, je ne souhaite à aucune nation de connaître ce sort dans le futur. Le rapport mondial de l'UNESCO propose bien sûr des solutions compte tenu des problèmes que j'ai évoqués et met en avant 10 recommandations principales pour favoriser l'essor de sociétés du savoir. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais juste en esquisser quelques-unes.
L'investissement dans une éducation et une recherche de qualité doit bien sûr devenir, là où il ne l'est pas encore, la priorité fondamentale des gouvernements. Un effort particulier doit être effectué dans les pays en développement. Pour ne donner qu'un exemple, 3 millions d'enseignants font actuellement défaut à l'Afrique subsaharienne. Il va de soi que les pays les moins avancés ne s'en sortiront pas tout seuls. Outre l'aide publique au développement qui doit être davantage orientée vers l'éducation et vers la recherche, et outre les remises de dettes, de nouveaux instruments permettent d'aider ces pays. Je citerai en particulier les réaffectations de dettes, ou ce qu'on appelle en anglais les debt swaps. Les créanciers annulent le remboursement de la dette et des intérêts de la dette si le pays débiteur s'engage fermement à investir les montants ainsi économisés dans des politiques d'éducation et de recherche. Deuxième mesure phare que nous proposons, les gouvernements, le secteur privé, les partenaires sociaux devraient explorer la possibilité de mettre en place progressivement, au cours du XXIe siècle, un créditant d'éducation. Donc un créditant d'éducation qui donnerait droit à un certain nombre d'années d'enseignement après la fin de la scolarité obligatoire, après la fin de la formation initiale, utilisable selon les choix de chacun. Ainsi, tous pourraient se former tout au long de la vie et auraient une seconde chance s'ils sont sortis très tôt du système éducatif. Je signale d'ailleurs que ce n'est pas une pure et simple utopie, car déjà des mesures de cet ordre sont mises en place dans certains pays nordiques. Il y a des expériences aussi en Belgique. Le Premier ministre de la France, il y a quelques mois, avait annoncé une initiative dont je ne sais pas si elle pourra être mise en route dans le contexte actuel, mais c'est-à-dire, nous ne sommes plus exactement dans l'utopie. Nous sommes au bord, je crois, d'une nouvelle expérimentation qui est déjà faite par certains pays parmi les plus avancés. On doit investir également, car il faut bien un levier, puisque quand on parle d'éducation pour tous au long de la vie, il faut trouver un levier, sinon ça reste un vœu pieux. On doit également investir davantage dans le domaine de la recherche scientifique. Quand on voit les pourcentages, n'est-ce pas, d'investissement dans la recherche scientifique et dans la R&D, ils sont extrêmement disparates dans le monde, c'est-à-dire entre la Finlande et la Suède qui investissent pratiquement 4% de leur PIB dans la recherche et les pays qui investissent 0,00, etc. Donc on voit que là qu'il y a une polarisation très forte dans ce domaine. Et je signale qu'un certain nombre de pays d'Europe et que l'Europe du Sud est malheureusement mal placée dans cette course, car les pourcentages sont également très disparates à l'échelle européenne. Bon, la France n'est pas très très bien placée, elle est dans une position moyenne, mais les pays de l'Europe méditerranéenne, plus au sud que la France, sont encore moins bien placés, ce qui devrait quand même attirer l'attention des décideurs, car c'est le futur des pays qui est en jeu. Alors, je voudrais dire aussi qu'il faut promouvoir une recherche de qualité. Il ne suffit pas d'accorder beaucoup de crédit à la recherche. Il faut une recherche de qualité qui soit en phase avec les défis du futur et des modalités concrètes et novatrices de partage du savoir, telles que celles que nous préconisons dans le rapport mondial vers les sociétés du savoir, à savoir le collaboratoire. Le collaboratoire, c'est un mot valise ou un mot soufflé qui comprend l'idée de laboratoire et la notion de collaboration. Cette nouvelle institution virtuelle réunit dans le même mot donc laboratoire et collaboration parce qu'elle désigne l'ensemble des techniques, outils et équipements qui permettent à des chercheurs de travailler en réseau à travers les frontières. Cette innovation qui a permis par exemple de décrypter le génome humain, c'est ainsi qu'a été décrypté le génome humain, qui est également mise en œuvre dans des projets de recherche sur le sida et sur l'immunité du sida, donc qui associe des équipes africaines et occidentales par exemple, pourrait changer en fait la relation nord-sud en matière de science si elle était largement diffusée et que cette forme du collaboratoire devenait beaucoup plus fréquente. Elle permettrait de freiner la fuite des cerveaux en permettant aux chercheurs de travailler dans leur pays, tout en offrant des plateformes de partage du savoir entre les régions de la planète. Le partage du savoir scientifique et environnemental permettra également de prévenir un nombre croissant de risques naturels. Après la terrible catastrophe du tsunami qui a frappé l'océan Indien, l'UNESCO a commencé à mettre en place un système d'alerte globale que j'ai évoqué tout à l'heure, qui permettra de donner en temps réel des informations pour toutes sortes de risques naturels.
Face à la fracture numérique, il faut également multiplier les lieux d'accès communautaire aux technologies de l'information et de la communication. Pour faciliter l'accès universel au réseau, il importe bien sûr non pas simplement de développer les transports individuels, les autoroutes de l'information, mais de développer également les transports collectifs et les petits chemins de l'information. Il importe de s'appuyer sur le succès, je crois, de certaines expériences actuelles en la matière. On devrait, par exemple, multiplier à l'échelle nationale, surtout dans les pays du Sud, évidemment, les lieux d'accès communautaire, en particulier nous appelons les centres multimédia communautaires, qui est une initiative de l'UNESCO qui favorise la diffusion et le partage du savoir et font des technologies de l'information et de la communication de nouveaux vecteurs de socialisation. Pour ne citer qu'un exemple, parmi les dizaines de centres multimédia communautaires qu'a déjà créé l'UNESCO, notamment en Afrique subsaharienne, je dirais que le 6e CMC, le 6e centre multimédia communautaire que nous avons créé en Éthiopie, et qui a été inauguré en la fin 2005, met à la disposition de la population locale 5 ordinateurs équipés d'un accès Internet, de scanners, d'imprimantes et d'appareils de photographie numérique. Le centre de Harar assure également des cours d'alphabétisation et de formation aux nouvelles technologies, car il est très important de lier justement le développement de la société de l'information et celui du savoir. Et en fait, un certain nombre de ces centres multimédia communautaires associent l'accès à l'Internet, les photocopies, les fax et aussi la radio communautaire, qui est un média très important, n'est-ce pas, pour nombre de populations. Il faut aussi promouvoir la diversité linguistique dans les nouvelles sociétés du savoir et valoriser les savoirs locaux, traditionnels et autochtones. C'est l'objet d'un autre chapitre du rapport. On nous dira bien sûr que peut-être ces différentes mesures coûtent cher et peut-être trop cher à des pays souvent lourdement endettés. D'où la question, le Sud peut-il s'offrir les sociétés du savoir? Je répondrai que tous les pays qui ont investi massivement dans l'éducation, la recherche scientifique et l'infodéveloppement ont toujours eu un retour, en fait, sur investissement en termes de croissance économique. C'est le cas de nombre de pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, ou de développement humain de leur population. Ainsi, l'État indien du Kerala, qui est au sud de l'Inde, malgré un très faible revenu par habitant, présente des indicateurs sociaux et un niveau de développement qui est tout à fait proche de celui des pays industrialisés. L'espérance de vie y est de 73 ans, le taux de scolarisation y dépasse les 90%, et les ingénieurs et les chercheurs qui sont formés au Kerala sont en fait, je dirais, convoités et courtisés par les institutions universitaires et les entreprises du monde entier, et sont d'ailleurs à la source en grande partie du succès, bien sûr, de la Silicon Valley indienne, de Bangalore et de sa région. J'ajouterai que le financement des sociétés du savoir, en fait, n'est pas prohibitif, car souvent l'argument est donné, tout ceci coûte cher, car le monde a consacré l'an passé 1118 milliards de dollars aux dépenses militaires, et ce chiffre est en constante augmentation depuis quelques années, alors qu'il suffirait de 9 milliards de dollars supplémentaires par an pour faire en sorte, d'ici à 2015, que tous les enfants de la planète puissent être scolarisés. Tout est donc possible. En publiant le rapport mondial vers les sociétés du savoir, l'UNESCO, en fait, souhaite attirer l'attention des gouvernements nationaux et locaux, des organisations multilatérales, internationales et régionales, du secteur privé, des ONG et de la société civile. L'essor de sociétés du savoir partagé est en fait à notre portée et je crois qu'il ne faut pas laisser passer cette chance. L'un des traits les plus saillants des sociétés du savoir naissantes est l'importance qui joue la prospective, puisque, comme le souligne notre rapport mondial, la prospective est le préalable obligé de toute action préventive et de toute politique qui se donne un horizon de long terme et qui se fonde sur la mobilisation de savoir et d'expertise. Qui dit société du savoir dit donc nécessairement renforcement de la prospective, et c'est là, je crois, l'un des indicateurs qui permet de dire si une société donnée est bien placée dans la direction, n'est-ce pas, de ces sociétés du savoir. Je crois que ce n'est pas un hasard, par exemple, si la Finlande, pour prendre l'exemple de la Finlande, est un pays
qui est à la fois le plus avancé sur l'échelle des sociétés du savoir, à la fois par la qualité et l'importance de sa recherche, mais aussi par la qualité de son système éducatif, qui est toujours classé numéro 1, n'est-ce pas, par les enquêtes de l'OCDE. Et en même temps, c'est celui qui a développé sur la plus large échelle la prospective comme expérience nationale et sociétale durant en particulier la décennie cruciale qui a suivi la dissolution de l'Union soviétique, qui avait mis en fait la Finlande dans une des crises les plus terribles de son économie. Mais en fait, la réflexion prospective, par un mouvement qu'on pourrait dire presque auto-réflexif, ne doit-elle pas être appliquée en retour au phénomène des sociétés du savoir qui sont aujourd'hui en plein essor et à l'évolution des valeurs qui leur est indissolublement liée? Je crois que parallèlement au travail de recherche que nous avons mené sur les sociétés du savoir dans le cadre du programme de prospective de l'UNESCO, nous avions posé la question « Où vont les valeurs ?» C'est le titre d'ailleurs de la deuxième anthologie des entretiens du XXIe siècle qui est récemment parue en espagnol et aussi en catalan et qui est publiée ou à paraître dans une dizaine d'autres langues. Ces deux questions, allons-nous vers les sociétés du savoir et où vont les valeurs, sont en effet profondément liées. Je rappelle qu'un esprit très prophétique, le poète Paul Valéry, avait remarqué que notre conception des valeurs morales ou esthétiques tendait à se rapprocher dans un monde qui est dominé par la spéculation du modèle des valeurs boursières, du stock exchange en quelque sorte. Il n'y a plus d'étalons fixes des valeurs, de mesures stables et absolues, mais toutes les valeurs semblent fluctuer sur un vaste marché. Leurs cotes montent et descendent au gré des engouements, des paniques et des paris les plus subjectifs. La valeur esprit, disait plaisamment Valéry, n'est pas différente en ce sens de la valeur blé ou charbon, et elle ne cesse de baisser. Cette façon qui est conjoncturelle, momentanéiste ou boursière de concevoir les valeurs renvoie en fait à un grand nombre de phénomènes éthiques ou esthétiques du monde contemporain. Et le rôle de l'information et des médias renforce cette orientation, puisque la logique boursière des valeurs, comme celle de la mode et des tendances courtes, implique la prise en compte d'une grande quantité d'indicateurs très passagers à saisir dans l'instant, l'information instantanée remplaçant le sens de l'histoire et la reconnaissance de ces évolutions longues devenues invisibles. Cependant, comment, dans un monde dominé par la loi de l'offre et de la demande, penser encore le sérieux des valeurs si celles-ci sont conçues sur un modèle, celui des valeurs boursières, qui privilégie leur volatilité et leur frivolité? N'est-ce pas à l'horizon d'un nouveau dispositif de valeurs de long terme que semble préfigurer l'essor de sociétés du savoir et de la formation tout au long de la vie que la question centrale de l'éducation peut encore trouver sa place? Le XXIe siècle pourrait être pris en ce sens dans une étrange contradiction. Jamais l'éphémère n'aura été si valorisé, et pourtant, l'émergence de sociétés du savoir qui tend à faire de l'éducation pour tous tout au long de la vie non plus un simple rêve, mais un projet, et qui tend aussi à faire de la famille beaucoup plus un lieu d'expérimentation que d'autorité ou de loi, paraît préfigurer en fait l'essor d'un nouveau dispositif de valeurs de long terme, qui serait paradoxalement à la fois sérieuse, ludique et juvénile. Lorsque s'estompe la frontière entre les trois âges de la vie, et je rappelle que dans l'analyse que nous avons produite à l'UNESCO de l'éducation pour tous tout au long de la vie, nous avons relief cette notion, n'est-ce pas, d'estompage, d'estompement ou de dilution des trois âges de la vie. Eh bien, on voit apparaître de nouvelles valeurs qui sont à la fois cognitives, des valeurs de connaissance, qui sont prospectives et qui émergent. Elles sont beaucoup moins héritées qu'inventées, elles sont moins reproduites que créées, moins reçues que transmises. Avec la diffusion à l'échelle mondiale de ces nouvelles valeurs qui sont liées à l'essor des réseaux, de l'autocréation individuelle, de l'association et de la participation, est-ce qu'on peut espérer trouver un autre chemin dans la forêt obscure de la mondialisation que celui qui mène à l'hypothèse d'un clash des valeurs ou d'un choc mondial entre systèmes politiques, éthiques ou culturels prétendument incompatibles? La mondialisation, contrairement à l'idée reçue, n'est pas réductible à la simple intégration des marchés ou à l'émergence d'une pensée globale. La mondialisation est aussi sentiment d'appartenance au monde, comme l'ont pensé dès l'Empire romain les philosophes stoïciens, qui sont l'inventeur du concept de cosmopolitisme. Selon Edgar Morin,
L'histoire de la première mondialisation, celle des explorateurs, des technologies, de la colonisation, qui a vu prévaloir toutes sortes d'hégémonies et de domination, ne saurait nous dissimuler l'essor d'une seconde mondialisation, qui est en fait la mondialisation des consciences, et donc l'apparition de la conception d'une citoyenneté terrienne. De Las Casas et de Montaigne aux ONG et aux mouvements civiques mondiaux contemporains, cette deuxième mondialisation s'est appuyée sur la pensée de notre commune humanité et la vision prospective d'une citoyenneté planétaire. Et elle est un phénomène politique, philosophique et spirituel tout autant que culturel. Est-ce à dire que ce serait possible cette coexistence harmonieuse entre les cultures que nous présentent certains comme une joyeuse utopie? Ce serait oublier l'ampleur immense des défis que nous devons relever. Le risque est grand qu'à la faveur de cette troisième révolution industrielle que j'ai évoquée, le fossé numérique, économique, social et cognitif, cette fracture de la connaissance entre riches et pauvres, qui ne se confond déjà plus avec le clivage nord-sud, ne se creuse encore davantage. Et plus que jamais, la question cruciale du partage universel des savoirs, de l'échange entre les cultures et de la préservation de la diversité culturelle fait retour sur l'agenda mondial. C'est dire si le monde nouveau qui pointe à l'horizon nous impose de repenser les termes mêmes du contrat social. La grande transformation en cours appelle en fait une refondation politique et sociale à l'échelle mondiale que nous avons proposé de centrer sur 4 contrats mondiaux qui sont esquissés dans le rapport de prospective Un monde nouveau et approfondis dans les clés du XXIe siècle où vont les valeurs et bien sûr vers les sociétés du savoir. Un nouveau contrat social qui est fondé sur l'éducation pour tous tout au long de la vie, un contrat naturel, un contrat culturel et un contrat éthique, tels sont les 4 grands piliers en fait de cette refondation. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le grand chantier du XXIe siècle que va présenter le projet de l'éducation pour tous tout au long de la vie. Mais quel lien entretient-il exactement avec cette crise et ce renouvellement des valeurs que j'ai évoqué? Je dirais que l'éducation tout au long de la vie n'est pas seulement une affaire d'enseignants, d'experts, de technologie et d'investissement. Ce n'est pas seulement une affaire qui peut se présenter en 5 points sur un PowerPoint. Elle est en relation en fait avec des évolutions de fond qui travaillent les sociétés. Et au risque de surprendre, je dirais qu'elle entretient un rapport secret qui n'a pas été tellement perçu jusqu'à présent avec l'actualisation du mythe de Faust au XXIe siècle. Rester jeune n'est plus désormais un rêve ou un désir faustien, mais l'impératif catégorique de la société de la performance et de la séduction, une société de l'écran, de l'image et du miroir. Mais ce phénomène recouvre en fait une évolution plus profonde. De l'ensemble des révolutions du siècle écoulé, nous voyons surgir un formidable bouleversement de société. Jadis, la jeunesse était simplement un moment qui était par définition éphémère et fugace, un âge de la vie, l'âge de la fleur ou de la rose, de la fleur éphémère et vite fanée, selon les métaphores de l'élégie, et c'était l'objet même d'ailleurs d'un genre littéraire mineur, le poétique, mais important, l'élégie. Aujourd'hui, les distinctions entre les 3 âges de la vie se sont estompées. Chacun de nous peut vivre au moins potentiellement plusieurs vies dans sa vie, ce qui remet en cause les schémas de la famille, comme le montre la hausse considérable des divorces et la remise en cause des modèles matrimoniaux classiques dans nombre de sociétés. Les anciens parlaient de vie parallèle, selon la formule célèbre, peut-être parce que nous vivions en fait qu'une seule vie, mais il va nous falloir sans doute penser de plus en plus en termes de vies successives et de métiers successifs. L'extrême labilité, l'extrême plasticité des systèmes économiques et sociaux, l'espérance de vie accrue pousseront de plus en plus dans ce sens, et la plupart de mes collègues prospectivistes pensent que les générations futures exerceront 7, 8, 9 métiers massivement, je dois dire. De même, autrefois, la plupart de ceux qui se mariaient n'avaient au cours de leur existence qu'un seul conjoint, mais cette vie et cette union étaient le plus souvent brèves du fait de la mort précoce de l'un des 2 conjoints, voire parfois, hélas, des 2 à la fois. La fragilité des unions aujourd'hui vient d'un phénomène inverse. L'espérance de vie est si longue qu'il y a en fait place pour plusieurs unions, même de longue durée, pour plusieurs vies en fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de
réincarnation dans la même existence de chacun, au lieu que ce soit, n'est-ce pas, au fil des siècles ou des millénaires. Sommes-nous entrés donc dans le meilleur des mondes qui était prophétisé par Aldous Huxley dès 1932 dans son fameux roman d'anticipation Brave New World? Je crois qu'il est intéressant de noter que certains esprits perspicaces le pensent. Le romancier Michel Houellebecq, qui est l'auteur en particulier de plusieurs livres, mais des particules élémentaires, qui est le livre auquel je me référerai, est sans doute de cela. J'ai toujours été frappé, déclare l'un des personnages des particules élémentaires de Michel Houellebecq, par l'extraordinaire justesse des prédictions faites par Aldous Huxley, contrôle de plus en plus précis de la procréation, qui finira par un jour ou l'autre à aboutir à sa dissociation totale d'avec le sexe et à la reproduction de l'espèce humaine en laboratoire dans des conditions de sécurité et de fiabilité génétique totale. Disparition par conséquent des rapports familiaux, de la notion de paternité et de filiation, élimination grâce au progrès pharmaceutique de la distinction entre les âges de la vie. Dans le monde décrit par Huxley, les hommes de 60 ans ont les mêmes désirs qu'un jeune homme de 20 ans. Puis, quand il n'est plus possible de lutter contre le vieillissement, on disparaît par euthanasie librement consentie, très discrètement, très vite, sans drame. La société décrite par Brave New World est une société heureuse dont ont disparu la tragédie et les sentiments extrêmes. La liberté sexuelle, dit toujours ce personnage de Michel Houellebecq, y est totale, plus rien n'y fait obstacle à l'épanouissement et au plaisir. Il demeure de petits moments de dépression, de tristesse et de doute, mais ils sont facilement traités par voie médicamenteuse avec un centicube guéri 10 sentiments. Ce qui est une citation de Huxley, en fait. Par parenthèse, je signale que cette description reprend en fait à quelque chose qui avait déjà été vu par l'un des esprits les plus prophétiques et par une sorte de prospectiviste de génie philosophique qui s'appelait Nietzsche et qui avait déjà anticipé tout ceci dans Ainsi parlait Zarathustra dans le chapitre sur le dernier des hommes et qui dit exactement la même chose. Peu d'observateurs ont été aussi loin dans la critique de la juvénilisation des sociétés que Michel Houellebecq, car il a probablement touché du doigt, bien mieux que ceux qu'on peut caractériser comme les mélancoliques détracteurs du jeunisme, et je crois qu'il a bien mieux touché du doigt à la fois l'irrésistible force d'attraction de cette utopie juvénile et son point le plus faible, là où la remise en cause des âges de la vie pourrait menacer, dans la tyrannie instantanéiste qu'elle institue, la capacité de transmettre. Accepter l'idéologie du changement continuel, écrit Houellebecq, c'est accepter que la vie d'un homme soit strictement réduite à son existence individuelle et que les générations passées et futures n'aient plus aucune importance à ses yeux. La juvénilisation sera-t-elle l'une des utopies majeures du XXIe siècle? Nous avions évoqué cette hypothèse parallèlement aux travaux sur le rapport mondial dans certains entretiens du XXIe siècle. Durant des siècles, en fait, notre pensée de l'histoire et des sociétés a été justement dominée par ce paradigme des âges de la vie, qui a servi de modèle également pour concevoir l'histoire elle-même et l'évolution de l'humanité. Que l'on regarde par exemple des grands auteurs comme Pascal, comme Hegel, comme Auguste Comte et même Kant, l'histoire est toujours pensée chez ces auteurs sur le modèle du processus éducatif individuel et donc des âges de la vie. Mais aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que l'adolescence? Qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que la maturité? Tout se passe comme si le mot d'esprit du créateur de Tintin, Hergé, qui disait les jeunes de 7 à 77 ans, était devenu un programme de vie, et même un programme publicitaire, il faut le dire, car c'est aussi un programme de marketing par la même. Et donc, mais quand ce n'est pas un hasard, s'il y a une économie de cette juvénilisation, s'il y a une économie de cette juvénilisation, c'est que ça correspond à une évolution, bien sûr, sociale. Dès lors, la notion d'état viril de l'intelligence, dont parlait un philosophe comme Auguste Comte, ou celle de majorité de l'humanité, un peu dans la même perspective, qui était l'expression qu'utilisait Emmanuel Kant, ont-elles encore un sens? Alors, l'hypothèse que nous avons formée, c'est que ce n'est peut-être pas un hasard si les perturbations actuelles dans la représentation admise des âges de la vie sont contemporaines d'une crise de notre représentation d'histoire. On pourrait aller jusqu'à soutenir que la source essentielle de la crise postmoderne est justement ce bouleversement anthropologique qui affecte
la signification des grands moments existentiels de l'individu, et particulièrement les passages autrefois très fortement marqués et ritualisés entre adolescence, jeunesse et maturité. Que signifie en effet la maturité ou l'âge viril dans un monde où les ancêtres n'offrent plus de modèle absolu et intangible de cet accomplissement? Dans ce renversement pascalien des rapports traditionnels entre les pères et les fils, les ancêtres et les successeurs, se profile en fait une forme de drame oedipien. Ce drame qui a été entrevu par les Grecs à l'époque de leur essor rapide et de leur aventure démocratique encore imparfaite, et à une époque où justement une forme de société du savoir s'est formée de manière très historique et emblématique, eh bien, ce drame prend un sens aigu, radical et universel quand notre modernité s'est constituée en fait dans la querelle des anciens et des modernes. Donc, qui paraît un vieil épisode littéraire du XVIIe siècle européen, mais qui est le moment où les modernes se sont dit qu'ils étaient au fond supérieurs aux anciens et donc qu'ils n'étaient pas tributaires de l'imitation du modèle des anciens indépassable et qui était un peu dans le rôle de la statue du commandeur de l'histoire, en quelque sorte. Alors, le meurtre du père, en fait, ne serait pas alors le fantasme passager d'un fils orgueilleux et impatient qui souhaiterait inconsciemment remplacer son père, comme le décrit Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Il serait en fait l'éviction structurelle ou l'élimination structurelle des ancêtres, l'évitement de toute initiation, et la disparition du thème de l'initiation dans les sociétés contemporaines est un indice de ceci, qui résulterait d'une orientation progressive du temps, donnant la primauté au présent, constamment valorisé, le fameux instantanéisme dont on parle souvent, à ce présent constamment valorisé du fils sur un passé ancestral constamment dévalué, qui n'est plus érigé en modèle régulateur, insurpassable et sacré. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe que demeure l'idée justement d'un passage perpétuel. Samuel Beckett, il y a un dialogue dans une pièce de Samuel Beckett, c'est un personnage lui demande à l'autre qu'est-ce qui se passe, et l'autre lui répond quelque chose suit son cours. Je pensais dans fin de partie, je crois. Et il demeure en fait l'idée d'un passage perpétuel qui ne passe plus de l'enfance et de la jeunesse à l'âge mûr et à la vieillesse, mais qui reste en fait de manière perpétuelle et permanente un passage. Alors serons-nous demain de plus en plus jeunes? Une telle interrogation que nous avions formulée dans l'un des entretiens du XXIe siècle, même si elle se veut ironique, est en fait en phase avec les éthiques qui caractérisent la modernité et encore plus la postmodernité. Des éthiques sans obligation ni sanction, des éthiques de la liberté, de la disponibilité, du jeu et de la plasticité, et dont les deux premiers grands inventeurs ont été Nietzsche d'un côté, avec la philosophie de l'artiste, et André Gide, n'est-ce pas, qui a été d'ailleurs justement tellement critiqué à son époque pour avoir formulé ces nouvelles éthiques qui paraissaient scandaleuses. Ces philosophies très notables sont des philosophies qui sont fondamentalement non adultes, immatures, qui ont érigé en moment perpétué l'état de crise de l'adolescence. Un autre grand écrivain, d'ailleurs du XXe siècle, a très bien symbolisé ceci, c'est Gombrowicz, qui est l'écrivain de l'immaturité. Ce sont des éthiques d'artistes, de jeunes, d'enfants, et ce n'est sans doute pas un hasard si ces figures ont dominé la créativité philosophique depuis Nietzsche, que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'au postmodernisme. Elles présentent l'être humain comme un projet qui est perpétuellement inachevé, un projet non è finito, selon le mot fameux, n'est-ce pas, du grand artiste de la Renaissance. Elles vont de pair avec la remise en cause des grands récits de l'émancipation ou des philosophies de l'histoire. La juvénilisation de la culture et de la société, non seulement en Occident, mais aussi de plus en plus dans les sociétés du Sud, car ce phénomène touche aussi les pays du Sud, ne seraient donc pas des phénomènes de mode qui seraient imputables à je ne sais quelle idéologie, mais des traits fondamentaux de l'évolution historique. Le paradoxe serait que cette juvénilisation est à la fois la conséquence inéluctable de l'émergence d'une civilisation progressiste, en même temps que le noyau imaginaire qui déconstruit à la base toute idée progressiste de l'histoire, au sens hérité des Lumières. Alors, qui ne voit cependant que cette métamorphose est au fond en symbiose, non seulement avec l'univers des images,
associé au jeunisme et aussi à son exploitation par le marché, mais surtout avec la grande révolution industrielle en cours, celle des technologies, celle des techniques de l'information et des technologies que nous avons tant évoquées, marquée par une rapide obsolescence des savoirs et des compétences, et la nécessité d'être du perpétuel updating qui crée un nouveau modèle en fait d'être humain. C'est là que l'hypothèse, je crois, de la juvénilisation des sociétés rencontre justement ce grand chantier que nous avons placé au cœur du rapport mondial de l'UNESCO, l'éducation pour tous tout au long de la vie. Cet objectif qui était déjà proposé dans le rapport Delors et que l'UNESCO s'est assigné dans sa stratégie dès 1990 et qui était déjà en fait très bien défini dans le rapport Edgar Faure Apprendre à être de 1972 est essentiel dès lors que l'obsolescence des savoirs et des compétences bouleverse radicalement le rapport entre le jeune, qui est supposé ne pas savoir et devoir apprendre, et l'adulte, qui est supposé connaître et enseigner. C'est dans l'éducation qu'en fait que le brouillage des âges de la vie est désormais le plus manifeste. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans la société du recyclage incessant. Et il se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un phénomène qui fait que par exemple, les grands génies de la mathématique bouleversaient leurs éducateurs, n'est-ce pas? C'est parce que leurs professeurs ne les comprenaient pas. C'est comme ça que se sont passées les grandes révolutions de la mathématique. C'était un phénomène évidemment réservé à une toute petite élite de grands mathématiciens, mais ce phénomène est en train de se répandre, de devenir un phénomène de masse dans l'enseignement, où les éducateurs se trouvent déstabilisés, n'est-ce pas, par leurs étudiants, du fait de l'obsolescence de tous ces savoirs et du fait que quelqu'un qui est bien placé dans les réseaux, comme ce sont souvent les jeunes, risque tout d'un coup de mettre son enseignant devant un constat de non-savoir. Comme vous le savez, ça arrive aussi aux médecins, bon, c'est le même problème également en médecine. L'impératif de l'assimilation du nouveau, donc de l'éducation permanente, fait de chacun un élève à perpétuité et le place, qu'il le souhaite ou non, dans une position de jeunesse symbolique. À une époque d'obsolescence cognitive et technologique accélérée, la maturité risque toujours de signifier paralysie plutôt que sagesse, arriération plutôt que perspicacité, optique périmée plutôt qu'autorité incontestée. Les possibilités ouvertes dans le domaine de l'éducation souple, non directive, permanente et à distance par les moyens électroniques nouveaux renforcent cette dynamique autant qu'ils la produisent et la précipitent. Et pour conclure, je ferai une dernière hypothèse. Et si cette évolution entretenait une connivence insoupçonnée avec un trait biologique fondamental de l'espèce humaine, avec ce que les scientifiques appellent la néothénie. La néothénie, c'est à la fois le retard et l'inachèvement du développement somatique d'une espèce et le rajeunissement progressif en tant que phénomène de l'évolution, pour citer le grand scientifique américain, hélas disparu, Stephen Jay Gould, qui était d'ailleurs le premier de nos invités aux entretiens du XXIe siècle. Au cours de Stephen Jay Gould dit les humains sont des êtres néothéniques. Au cours de notre évolution, nous avons conservé, en effet, à l'âge adulte, les traits qui étaient originellement chez nos ancêtres, ceux de la jeunesse. Stephen Jay Gould, d'ailleurs, l'illustre de manière fort amusante par l'évolution du personnage de Mickey, qui, au fil des décennies, devient de plus en plus jeune, justement. Et on voit avec l'évolution de la tête de Mickey qui grossit. À l'origine, c'était une sorte d'adulte vicieux, avec une petite tête, des petits yeux, etc. Et il devient une sorte de gros bébé aux grands yeux attendrissants en quelques décennies. Et en fait, cette chose-là est très sérieuse, car je vois tout le monde sourire autour de moi. Sur quoi se fonde l'argumentation de Gould? Je le cite. Le crâne de l'embryon humain diffère peu de celui des chimpanzés. Au cours de leur croissance, les formes des deux espèces ont suivi le même chemin. Diminution relative de la voûte crânienne, le cerveau se développant beaucoup plus lentement que le corps après la naissance, et l'accroissement relatif continu de la mâchoire. Mais alors que les chimpanzés accentuent ces transformations et que les adultes présentent un aspect extérieur profondément différent de celui du nouveau-né, nous poursuivons notre croissance beaucoup plus lentement et n'allons jamais aussi loin qu'eux. C'est-à-dire qu'à l'état adulte, nous conservons des caractéristiques de la jeunesse.
Et Stephen Gould ajoute, ce ralentissement sensible de notre développement a entraîné la néoténie. La néoténie. Les primates, comparés aux autres mammifères, ont un développement lent. Mais nous avons accentué cette tendance plus qu'aucun autre mammifère. Nous avons une très longue période de gestation, une enfance qui se prolonge de manière remarquable et une longévité supérieure à celle de tous les autres mammifères. Cette néoténie est en partie responsable de l'accroissement de la taille de notre cerveau, mais elle est aussi, de manière surprenante, en étroite syntonie, en étroite, je dirais, complicité avec le thème de l'éducation tout au long de la vie que j'ai évoqué. Car, comme le souligne Stephen Jay Gould, nous sommes au tout premier chef des animaux capables d'apprendre, et notre enfance prolongée permet la transmission de la culture par l'éducation. De nombreux animaux font preuve de souplesse et jouent, mais uniquement durant leur enfance. Une fois qu'ils sont devenus adultes, ils obéissent à des programmes rigides. Or, selon un éthologue très fameux, Konrad Lorenz, rester durablement un être en devenir, cette propriété si essentielle à la condition de l'homme authentique, est sans aucun doute un don que nous devons à la nature néoténique de l'être humain. Fin de citation. Alors, poser la question demain de plus en plus jeunes revient en fait à remettre en cause les conceptions de l'histoire telles qu'elles ont été pensées jusqu'à nous et les conceptions même du futur et de la prospective. Je ne développerai pas bien sûr en détail ce point, mais le paradigme de la mode et de l'innovation poussé à son extrême, où être jeune ou le paraître n'est plus un âge de la vie, mais une condition sine qua non de la survie, remet en cause en fin de compte la conception même de l'histoire comme récit d'émancipation. Si la juvénilisation est l'utopie d'une initiation qui est devenue impossible, donc autrement dit, ou perpétuellement différée, autrement dit d'un fils qui ne devient jamais père, autrement dit Kafka, c'est-à-dire qui est le grand symbole du XXe siècle, car toute l'histoire de Kafka est ceci même. Eh bien, le paradoxe, c'est que l'éducation ne débouche plus alors sur aucun roman de formation, aucun Bildungsroman, qui était la grande forme littéraire du XVIIIe siècle, liée à l'émergence des Lumières, n'est-ce pas, et qui symbolisait exactement cette forme d'initiation, d'apprentissage par la vie, par l'expérience, et qui était en phase, bien sûr, avec toutes les valeurs des Lumières. Les représentations de l'histoire et du futur deviennent, dès lors, très paradoxalement, dans un contexte d'innovation accélérée, parfaitement illisibles, non racontables. Elles ne peuvent plus faire l'objet d'un récit. Elles sont placées sous le signe d'une auto-initiation impossible et interminable. Dès lors, comment penser une évolution dans laquelle l'humanité deviendrait de plus en plus jeune à mesure qu'elle vieillirait, de plus en plus juvénile à mesure qu'elle accumulerait du savoir et des techniques? Il y a là un paradoxe que le modèle moderne de l'histoire ne permet pas de penser, mais qu'il faut pourtant tenter d'éclaircir pour rouvrir justement l'horizon de l'histoire et le sens de l'utopie. Une histoire qui, si j'ose conclure par ces mots, est peut-être, du fait même de cette juvénilisation, de ce non infinito de l'être humain, de cette néoténie de plus en plus sans fin. Merci, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Bueno, creo que vamos un poco retrasados con respecto al horario original, pero así todo creo que no vamos tampoco a eliminar la posibilidad de que se pueda plantear alguna cuestión o alguna pregunta que haya surgido al hilo de la conferencia. La verdad es que a mí me parece que hay muchísimas cuestiones muy sugerentes que podrían dar lugar a un intenso y muy interesante debate, pero lógicamente no disponemos de toda la mañana. En todo caso, yo sí creo que si hay alguna cuestión que se quiera plantear, algún elemento que haya merecido o que deba merecer comentario o valoración o pregunta, tenemos la oportunidad para ello. Sí, por los caracteres. Ah, sí. Sí.
Sí. Adelante. Leeré la pregunta en español y entiendo que se la traduce. Sí. Yo creo que el ponente... Sí. Sí, sí. Bien. Decía que yo creo que el ponente ha hecho una descripción brillante de la situación, del estado de espíritu, digamos, no de esta posmodernidad que ya tiene unos cuantos años de historia, en esta, permítame que simplifique, eterna juventud abierta, sin saber hacia dónde se orienta esta lentísima maduración que no se sabe si es tal maduración. Pero a veces me pregunto hasta qué punto esto no es el estado de espíritu de los países ricos, que evidentemente por una cuestión de poder económico, geopolítico, también telemático, se impone como el estado de espíritu de la posmodernidad sin más. Pero hasta qué punto esto no es, insisto, algo que se sobrepone a realidades que no comparten este estado de espíritu y que necesitan de una actitud mucho más propositiva, lo necesitan vitalmente. Entonces, bueno, es esta duda sobre la imposición hegemónica de un estado de espíritu a realidades en las que realmente no es como mínimo funcional esta situación. Gracias. Oui, peut-être, mais je ne suis pas certain. Je voyage quand même beaucoup du fait de mes activités et je vois que cette insoutenable légèreté de l'être, quoi, pour reprendre la formule d'un célèbre roman de Milan Kundera, n'est pas du tout réservée à quelques quartiers riches des pays du Nord. Moi, j'ai vu la même chose à Abidjan, j'ai vu la même chose au Brésil, j'ai vu la même chose dans tout un tas de pays du Sud. C'est-à-dire que l'histoire, est toujours contemporaine, disait Benedetto Croce. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire que, et comme du fait même du caractère viral de tout ce qui se produit sur les réseaux, tout ceci touche la planète entière en réalité. On ne peut pas, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas séparer comme ça les pays en disant il y a des pays qui sont condamnés au sérieux et d'autres à la frivolité. Et je dirais même que sur les sujets les plus graves, prenez par exemple la population. La croissance. Les démographes, pendant des années et des années, n'ont pas compris pourquoi leur modèle était toujours battu en brèche par la réalité et que, par exemple, beaucoup de pays ont amorcé beaucoup plus vite que les démographes le pensaient leur transition démographique. Et évidemment, il y a des gens qui vont croire que c'est parce qu'il y a eu des politiques de planning. C'est pas parce qu'il y a eu des politiques de prévention de naissance, de planning familial. C'est très simple. C'est la télévision, c'est les médias. Les femmes des pays du Sud, quand elles voient, n'est-ce pas, les telenovelas, etc., ou les feuilletons, ou comment on vit en Californie, ou ce qui se passe dans le elles disent, moi, pour moi, c'est pareil, je vais faire 2 enfants maximum. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne passe plus par des programmes de planning familial, c'est parce qu'il y a des modèles, n'est-ce pas, qui se diffusent à une telle allure, et c'est un des aspects, d'ailleurs, de la crise sociale d'aujourd'hui, c'est que ceux qui sont justement, par exemple, dans les banlieues défavorisées, dans les ghettos du Sud, etc., par la télévision, ils sont en contact permanent avec les modèles, pas des quartiers les plus riches qui leur sont présentés en quelque sorte dans toute l'industrie des programmes, n'est-ce pas, de la télévision, ce qui crée de terribles frustrations aussi. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, n'est-ce pas, que le thème de la juvénisation des sociétés et de l'initiation impossible, touche les pays du Sud. Et c'est ce qui met en crise, on le voit bien d'ailleurs dans les discours très tendus qu'il y a entre les générations, par exemple en Afrique subsaharienne, en ce moment sur la question du rapport à la tradition. La tension est très forte entre, évidemment, dans les conceptions traditionnelles des sociétés africaines, c'est un phénomène presque incompréhensible et qui provoque la fureur des générations les plus âgées face à ce qu'ils voient, n'est-ce pas, comme le caractère scandaleux de la jeunesse qui est en fait, pour une grande partie, dans cet état d'esprit que j'ai décrit et dans cette frivolité même.
Il faut voyager, bon, allez-y, vous verrez. Allez dans les faubourgs d'Abidjan, vous verrez. Et pourtant, la Côte d'Ivoire vit des épisodes extrêmement difficiles et vous verrez cette frivolité des valeurs qui est répandue partout. Et il en va de même, n'est-ce pas, d'aller à Bombay, vous verrez, n'est-ce pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la tragédie. La frivolité et la tragédie coexistent fort bien dans un certain nombre de pays. Sí, allá atrás hay otra. Gracias. Primero, simplemente agradecer porque creo que ha dado un toque más a la reflexión existencial personal y creo que eso es algo que siempre se debe agradecer. Mi pregunta concretamente tiene que ver con la conexión inmediata que pude establecer a nivel teórico cuando el disertante mencionaba esta relación entre la situación existencial personal de rejuvenecimiento permanente y la forma como ello afecta a la visión y a la recognición de la historia, la forma como afecta a la incomprensión de la historia, particularmente la historia pasada. Esto me recuerda la epistemología genética y por tanto ese esfuerzo tan interesante que hizo su creador cuando formuló la recapitulación ontofilogenética y quería ver si se podía hablar en los mismos términos, en paralelismo, al menos desde el punto de vista de establecer un proceso de pensamiento en ambos caminos. Y si me permiten una cosa más, también me estaba preguntando por qué se menciona el conflicto respecto de la recognición de la historia y al mismo tiempo se afirma la necesidad de una prospectiva. Yo no estoy tan segura que sea posible la visión de una prospectiva cuando estamos en un eterno presente, en una emergencia de presente. Nada más. Oui, merci beaucoup de cette. Bon, je suis d'accord avec vous pour l'essentiel. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense simplement que malgré le fait, si vous voulez, de la remise en cause des conceptions progressistes de l'histoire. Et vous avez très bien, d'ailleurs, vous avez fait allusion à l'ontogenèse, à la phylogénèse, il y avait exactement ceci, il y avait une comparaison, même Freud reprend ceci dans plusieurs ouvrages, en faisant une comparaison très analogique entre l'ontogenèse et la phylogénèse. Mais je pense que, je vais vous dire pourquoi. Je pense que la nécessité de la prospective n'est pas remise en cause entièrement par la conception instantanéiste, et par le fait, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus une conception, disons, de type classique, illuministe ou progressiste de l'histoire, parce que, tout simplement, parce qu'il y a quand même une conscience. Comme j'ai évoqué, il y a cette mondialisation des consciences, il n'y a pas que de la frivolité quand même aujourd'hui, il y a une mondialisation des consciences et il y a la conscience aujourd'hui. Je crois que à son époque, Paul Valéry disait nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Et je pense qu'il y a cette conscience de la mortalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une conscience de la mortalité de la planète, de la biosphère. Il y a une conscience de la mortalité possible de l'espèce humaine, voire de la démocratie. C'est-à-dire que la cité, l'espèce humaine, la planète se savent désormais aujourd'hui mortelles et menacées. Et donc la prospective est vraiment nécessaire, simplement parce que nous sommes dans une situation de risque très grand, n'est-ce pas, qui court. Et malgré l'instantanéisme, je pense qu'il y a la possibilité de développer, vous voyez, une forme de démocratie cognitive et prospective, dans la mesure où il n'y a pas une opposition dans la conception que j'ai tracée, il n'y a pas une opposition absolue, si vous voulez, entre la juvénilisation d'un côté
ou la frivolité et les valeurs sérieuses et de long terme. L'enfant joue très sérieusement. L'enfant joue très sérieusement. Et donc, les valeurs de cette nouvelle société, qui sont celles de l'éducation pour tous tout au long de la vie, sont à la fois sérieuses et ludiques. C'est ça qui est la différence. C'est-à-dire, autrefois, en quelque sorte, on opposait toujours ces deux ordres de valeurs, ou d'état d'esprit, ou de mindset. Mais je pense que dans la nouvelle conception, il y a en fait une synthèse très, très originale qui s'est créée entre le ludique et le sérieux. En soi, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que franchement, je trouve que après tout, c'est quelque chose qui est sûrement plus prometteur que l'ancienne opposition, qui dévaluait purement et simplement l'enfantin, la frivolité, le jeu, etc., et qui valorisait un sérieux dont nous avons été victimes, je crois, dans notre enfance. Donc, un sérieux que moi, d'ailleurs, je n'ai jamais pris au sérieux, je préfère le dire carrément. Muchísimas gracias al disertador. Ha sido una delicia escucharle con todos sus conocimientos que ahora nos ha impartido. Sí, sin embargo, yo quisiera compartir con él una inquietud. Si se habla de esta neotenia que se está mencionando, sería en esa visión prospectiva, ¿sería más bien visto como un alto riesgo o quizás podría ser como la posibilidad de acceder a un mundo mejor, cuando menos mejor del que la sociedad actual le estamos dejando a nuestros hijos, en un mundo donde hay muy pocos que lo tienen todo y muchísimos que carecen de lo más indispensable? ¿Qué tantos riesgos implicaría para la humanidad el hecho de que se profundizara esta forma en la que un hijo nunca va a ser padre, en sus palabras, ¿no? Muchísimas gracias. Oui, je pense qu'il y a bien sûr des dangers, je les ai déjà évoqués, donc je ne vais pas les répéter. Je pense, cela dit, que pour ce qui nous occupe, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que ça rencontre totalement, c'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, que nous soyons des animaux capables d'apprendre à apprendre, et qui ne s'arrêtent pas d'apprendre, est décisif, et est en parfaite consonance avec les thèmes qui sont les thèmes de cette conférence, qui nous réunissent, et qui sont l'éducation pour tous tout au long de la vie, et la généralisation, vous voyez, de l'éducation virtuelle, tout ceci, et je pense que probablement ce sont quand même plus que des risques, je vois quand même des chances. Il y a des risques, j'ai signalé les risques liés à l'immaturité, liés à toute... mais probablement je pense que quand même les chances l'emportent, car cela définit un monde qui peut perpétuellement évoluer, être plastique, échapper à toutes les formes de durcissement du bois mort, vous voyez, de l'habitude. Donc, je pense que c'est un monde créatif également. Et donc, c'est pas par hasard que ça se consonne. Donc, avec de telles facultés, nous pouvons échapper au désespoir que pourraient nous causer tant de problèmes non résolus, car nous savons que nous aurons peut-être la capacité de les résoudre. Car il y a toujours de nouvelles capacités, vous voyez, dans l'être humain. C'est ça, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va nous donner peut-être de nouvelles clés sur des problèmes que nous jugions encore insolubles il y a 10 ans. Donc je pense que c'est un message d'espoir en ce sens-là. C'est un message d'espoir parce que, c'est-à-dire pour moi, si on comprend bien cette conception, vous comprenez que les héros du XXe siècle, ce n'est pas Hitler et Staline, c'est Picasso, bien sûr. Car quel meilleur symbole que Picasso de cette conception de la vie qui est une vie en perpétuel renouvellement, en perpétuelle création,
en perpétuelle découverte, n'est-ce pas, en nouvelles expérimentations. Vous voyez? Et Picasso a été le héros du XXe siècle. C'est comme disons, les jours des historiens, n'est-ce pas, avec un peu plus de recul, se penchant sur le XXe siècle. Ils ne feront sûrement pas de Hitler ou de Staline le héros du XXe siècle, mais c'est évidemment Picasso, avec son maillot rayé. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando. No sé si hay una última pregunta y acabamos, porque si no nos cargamos definitivamente el horario. Buenos días. Agradezco la disertación que nos ha ofrecido el conferencista. El planteamiento mío es bien sencillo. Si existe prácticamente una crisis de la civilización, ¿cómo para los sistemas educativos, específicamente latinoamericanos, en la cual vemos una sociedad del conocimiento integrada por distintas instituciones, cuál va a ser el destino o qué le depara el destino a los procesos de reinstitucionalización del concepto de educación, de creencias, de tradición, donde evidentemente pareciera ser, en sus palabras, que la familia ahora es un lugar de experiencia y no para el ejercicio de modelos de autoridad? Eso significa entonces que nosotros, los educadores, que de alguna manera somos responsables del sistema de transmisión cultural, de valores, de cogniciones, de construcciones, toca que hacer un proceso de desconstrucción. Pero cuando nos encontramos este sistema de redes telemáticas, de todos estos avances que ponen en jaque lo que es el conocimiento y las competencias, ¿cómo entonces de pronto lograr que nuestros docentes estén a tono, no se dejen avasallar por estas experiencias que evidentemente lo ponen en una situación de disminuida, en quiebra, y que su rol se ve seriamente cuestionado, no sé si deslegitimado, pero al menos en entredicho frente a toda esta apabullante maquinaria de la velocidad del tiempo y de la velocidad del conocimiento? Gracias. Ma réponse est très simple, oui. Si. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Usted también. A mí me ha parecido una conferencia interesantísima y es una lástima que no hayamos contado con más tiempo. Otra vez será. Muchas gracias. Usted es impresionante.